Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouvel épisode de Sur ce bonne soirée, le podcast québécois en termes de sport et de faits divers. Je suis votre hôte Raphaël en compagnie de Étienne, Jérémy et Chloé. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc nos sujets pour aujourd'hui. Tout d'abord pour le sport, nous allons parler des équipes qui ont été qualifiées pour l'Euro 2024 qui aura lieu cet été. Et pour notre rubrique faits divers, nous allons nous éloigner des films de Sean Connery pour parler de l'unique James Bond avec George Lazenby au service secret de Sa Majesté de 1969. Merci Raphaël. Donc on va tout de suite commencer avec les équipes qualifiées pour l'Euro 2024 de cet été. Pour ma part, je vais y aller du groupe A. Donc le groupe A contient l'Allemagne, la Hongrie, l'Écosse et la Suisse. On va tout d'abord débuter avec l'Allemagne. Donc, ça va être la 13e participation de l'Allemagne à l'Euro, gagnant de 3 éditions en 1972, 1980 et 1996. Leur dernière performance à l'Euro 2020, ils se sont rendus en 16e de finale. L'équipe de l'Allemagne a été automatiquement qualifiée pour l'Euro puisque c'est le pays qui organise la compétition cette année. De leur côté, il y a plusieurs joueurs qu'on doit surveiller du côté pour le tournoi, dans le fond. Donc, tout d'abord, nous avons le gardien de but de Barcelone, Marc-André Ter Stegen, qui, malgré son âge vieillissant et une blessure cette saison, devrait être à son poste pour l'Euro. Ça va être intéressant de voir un groupe quand même qui n'a pas beaucoup de force au niveau de l'attaque et au niveau pour marquer des buts. Donc, je pressens vraiment que Marc-André Ter Stegen peut avoir un très bon tournoi et peut amener l'Allemagne vraiment très loin dans la compétition. Par la suite, on a deux défenseurs qui retiennent l'attention. Donc, tout d'abord, le défenseur central du Real Madrid, Antonio Rudiger, et le défenseur latéral, aussi qui peut jouer un peu milieu de terrain, Joshua Kimmich. Par la suite, j'ai l'impression que l'Allemagne, c'est eux qui ont le meilleur effectif au niveau du milieu de terrain de tous les clubs de la compétition. Donc, les joueurs au milieu de terrain à surveiller plus que les autres. On a bien sûr Kai Havertz d'Arsenal, Jamal Musiala du Bayern Munich, Florian Wirtz du Bayern Leverkusen qui connaît une saison exceptionnelle, Ilkay Gundogan de Barcelone et le tout nouveau joueur qui en fait est revenu de sa retraite pour participer à l'Euro dans son pays, Toni Kroos du Real Madrid. Du côté de l'Écosse maintenant, c'est qu'une 3e participation seulement à l'Euro. Leur meilleur résultat, ça a été dans le fond éliminé en phase de groupe dans leurs 3 participations, donc en 92, 96 et 2020. Ils ont fini 2e du groupe A pour se qualifier pour la compétition. Du côté de l'Écosse, il y a beaucoup moins de joueurs à surveiller, mais on en a retenu quand même quelques-uns. Tout d'abord, le gardien Angus Gunn, qui va devoir vraiment, surtout contre la Suisse et l'Allemagne, sortir ses meilleurs arrêts et son meilleur jeu de la compétition. On a bien sûr le défenseur latéral Andrew Robertson de Liverpool, le milieu de terrain Scott McTominay de Manchester United, mais c'est vraiment, et on le remarque beaucoup, il va vraiment y avoir un manque à l'attaque et pour marquer des buts du côté de l'Écosse pendant le tournoi. J'ai l'impression que ça va vraiment les empêcher de peut-être monter d'une étape dans leur développement au niveau international. Pour la Hongrie maintenant, c'est une 4e participation à l'Euro pour eux. La plus récente a été en 2020. Malheureusement, se sont inclinés en phase de groupe. Il faut quand même se rappeler que leur meilleur résultat en Euro, ça a été en 1964 où ils ont fini 3e.
Ils ont fini premier du groupe G pour se qualifier à la compétition cette saison. Et du côté des joueurs à surveiller, on en a retenu 3, dont le défenseur Attila Szalai, l'attaquant Roland Szalai, mais le joueur que j'ai l'impression qu'il va vraiment se démarquer beaucoup plus que les autres, c'est le milieu de terrain de Liverpool, Dominik Szoboszlai. Pour la dernière équipe du groupe A, on y va avec la Suisse. Donc la Suisse, c'est une 5e participation à l'Euro, leur plus récente en 2020. Ont quand même réussi à se rendre en quart de finale et c'est d'ailleurs leur meilleure performance sur les 5 participations. On finit 2e du groupe I pour se qualifier pour la compétition. Et du côté des joueurs à surveiller, il y a un peu plus de joueurs avec la Suisse à surveiller que l'Hongrie et l'Écosse. Tout d'abord, bien sûr, on a le gardien de l'Inter Milan, Jan Sommer, qui connaît une saison extrêmement incroyable avec plus de 14 jeux blancs. On a bien sûr le défenseur de Manchester City, Manuel Akanji, le défenseur de Newcastle, Fabian Schär, le capitaine de la Suisse et un des joueurs les plus importants cette saison pour le Bayern Leverkusen, Granit Xhaka. Mais encore une fois, du côté de la Suisse, c'est un peu comme l'Écosse. J'ai l'impression qu'il nous manque un peu de punch vraiment à l'attaque pour espérer se rendre un peu plus loin dans la compétition. J'ai quand même l'impression que c'est l'Allemagne et la Suisse qui vont réussir à passer au prochain tour. Il faut quand même garder un œil très serré sur la Hongrie qui pourrait peut-être surprendre quelques-uns. Pour le groupe B, on va revenir après avoir fait le tour de tous les groupes pour vraiment discuter un peu plus en détail du groupe B, puisque c'est vraisemblablement le groupe de la mort et le groupe le plus fort de l'Euro. Merci beaucoup, Étienne. Et avec ça, on va passer au groupe C, qui est composé de la Slovénie, du Danemark, de la Serbie et de l'Angleterre. Bon, déjà, la Slovénie, ça va être leur toute première fois à l'Euro. C'est la toute première fois qu'ils vont participer au championnat. Leur capitaine, le capitaine de l'équipe est Jan Oblak, qui est gardien de but de 31 ans, qui joue aussi pour l'Atlético de Madrid. Petite note, Oblak avait été finaliste. Il avait été finaliste à la Coupe des Champions contre le Real Madrid en 2016. Et c'est d'ailleurs un joueur à surveiller pour l'Euro au sein de l'équipe de la Slovénie. Ensuite, pour le Danemark, ça va être la 3e participation du Danemark à l'Euro. Leur première fois, ça a été en 2021, où ils avaient fini en 2e place du groupe B sous la Belgique avec 3 points. 5 buts marqués, 4 buts concédés et pour un écart de 1. Au sein de la FIFA, ils sont classés 21e et leur capitaine est Simon Kjær, qui est défenseur pour l'Associazione Calcio Milan. Au sein de l'équipe, les top joueurs à surveiller sont le gardien de but Kasper Schmeichel, le défenseur Simon Kjær, qu'on vient de nommer, Andreas Christensen, le milieu de terrain Christian Eriksen et les 2 autres milieux de terrain, Pierre-Emil Højbjerg, correction, le seul autre, c'est Pierre-Emil Højbjerg, et l'attaquant Rasmus Højlund. Maintenant, la Serbie, ce sera leur 5e participation à l'Euro cette année. Leurs 4 autres précédentes participations, ils l'avaient fait sous le nom de la Yougoslavie. Et ils avaient d'ailleurs fini en 2e position en 1960 et en 1968. Anciennement, l'équipe de la Serbie ne s'appelait pas comme ça. Il s'appelait l'équipe de Serbie et Monténégro de football. Au sein de la FIFA, ils sont classés en 35e place. Et leur capitaine pour l'Euro 2024 sera Dusan Tadic, qui est attaquant pour le Fenerbahçe. Ce monsieur Tadic fait partie du Club des 100, qui est un club de footballeurs qui ont joué au moins 100 parties pour l'équipe première de l'Ajax Amsterdam. Les top joueurs à surveiller au sein du club serbe sont le gardien Vanja Milinković-Savić, son frère milieu de terrain Sergej Milinković-Savić,
et Sasa Lukic. Chez les attaquants, il y a Dusan Vlahovic, Filip Kostic, Dusan Tadic et Alexander Mitrovic. On passe ensuite à l'équipe d'Angleterre qui est la plus grosse du groupe C. L'Angleterre, cette fois-ci, ce sera leur 10e participation à l'Euro. En 2021, ils avaient terminé en première place du groupe D avec 2 victoires et un match nul pour 7 points en 2 buts marqués sans aucun but concédé. En 2020, l'Angleterre avait fini en 2e position contre l'Italie où ils avaient perdu en penalty. Leur capitaine pour l'Euro 2024 sera un joueur qui me semble extrêmement célèbre et reconnu, Harry Kane, qui est aussi attaquant pour le Bayern Munich. Harry Kane a 4 distinctions. Déjà en 2016, 2018 et 2021, il avait reçu le soulier d'or du meilleur buteur du championnat anglais. 2 fois en 2017 et en 2022, il a été nommé joueur du mois du championnat d'Angleterre de football. En 2018, il avait reçu le soulier d'or. Et en 2017, il avait reçu une nomination pour le PFA Premier League Team of the Year. Ce qui est fou, c'est que tout au long de sa carrière, Harry Kane n'a jamais obtenu le moindre trophée, pas un seul. Donc peut-être qu'à l'Euro 2024, il va enfin pouvoir obtenir un trophée et briser sa malédiction, comme certaines personnes le disent. Maintenant, les top joueurs à surveiller au sein de l'équipe d'Angleterre. Déjà, le gardien de but Jordan Pickford, les défenseurs Trent Alexander-Arnold, Kyle Walker, ça c'est pour les défenseurs. Pour les milieux de terrain, Jude Bellingham, Phil Foden et Declan Rice. Et pour les attaquants, nous avons Harry Kane, qu'on vient de mentionner, et Bukayo Saka. Voilà qui conclut pour le groupe C. On va passer au groupe D avec Chloé. Merci Raphaël. Les équipes qui se sont qualifiées dans le groupe D sont Pologne, Pays-Bas, Autriche et France. Je vais commencer avec Pologne. C'est la 5e participation à l'Euro, dont celles qui ont participé en 2020, mais malheureusement, ils ont été éliminés les 3 premiers matchs. Leur meilleur Euro était l'année 2016, qui se sont rendus au quart de finale. Ils se sont fait qualifier en 3e position du groupe D avec une victoire des semi-finales des playoffs avec un score de 5-1 contre Estonie et en finale des playoffs 0-0 contre les Pays de Galles qui a fini en pénalité avec un score de 5-4. Un gardien de but à surveiller, Szczesny, qui joue avec Juventus, a 4 jeux blancs en 10 matchs, ce qui est très dangereux pour les autres équipes. Sinon, le joueur à surveiller est le grand Lewandowski, qui joue avec Barcelone. En 8 matchs, il y a eu 3 buts, 2 assists. D'autres joueurs dangereux, Jan Bednarek, Jakob Kiwior, Piotr Zielinski, Sébastien Szymanski et Arkadiusz Milik. Pour les Pays-Bas, c'est leur 10e participation à l'Euro, dont eux aussi qui ont participé en 2020, mais ont été éliminés au 16e ronde. Leur meilleure année était celle de l'année 1988, qui ont réussi à l'emporter. Ils se sont fait qualifier en tant que 2e dans le groupe B avec une victoire à la maison contre République d'Irlande et les Pays-Bas savaient déjà leur qualification avant les autres avec leurs bonnes performances qui ont été au match D numéro 9. Parlons un peu des joueurs dangereux, dont un qui ne pourrait pas être présent, le bon Botman de Newcastle, est blessé et devra se faire opérer. Sinon, il y a Virgil van Dijk, un défenseur à surveiller. En 8 matchs, 1 but, 4 tacles et 50 balles de récupérées. Un autre gros joueur de Liverpool, Cody Gakpo, que lui en 5 matchs, il y a 3 buts et 11 tentatives de tir, ce qui est vraiment dangereux. Sinon, il y a aussi Frankie de Jong et Memphis Depay. Maintenant, pour l'Autriche, c'est leur 3e participation à l'Euro, dont eux aussi avaient participé en 2020 et eux aussi ont été éliminés au 16e ronde.
Ça a aussi été d'ailleurs leur meilleure participation à l'Euro. Eux aussi, ils ont su d'avance leur qualification au match D numéro 8, dont même plus tôt que les Pays-Bas. Ils ont fini deuxième dans le groupe F pour avoir une place sécurisée, une victoire contre l'Azerbaïdjan le 16 octobre dernier. En Autriche, le gardien de but important est Alexander Schlager et les défenseurs à surveiller sont Maximilian Weber, David Alaba. Les joueurs du milieu maintenant, Marcel Sabitzer, Dejan Lubicic, Christoph Baumgartner, Konrad Laimer, Patrick Wimmer et les attaquants Marko Arnautovic et Mikhail Gregoric. Pour la France maintenant, c'est leur 10e participation à l'Euro, dont eux aussi ont participé au dernier 2020, mais ont été éliminés au 16e round. Leur meilleure participation dans ce tournoi est celle de l'an 1984 et l'an 2000 qui ont remporté la Coupe. Ils n'ont pas manqué un final d'Euro depuis 1988. Les Bleus ont le même coach Didier Deschamps depuis 2012. Ils ont fini premier dans le groupe B et aussi ont su leur qualification plus tôt au match D 7, dont même plus tôt que l'Autriche avec une victoire contre les Pays-Bas avec un score de 2-1 le 13 octobre dernier. Pour le gardien de but, avant c'était Loris, mais a malheureusement pris sa retraite et c'est le gardien de l'AC Milan qui prend la relève, Mike Maignan. Leurs défensifs sont très jeunes, tous les joueurs sont en bas de 26 ans, à part Jonathan Klose, Ferland Mendy, Luca Hernandez. Sinon, les trois attaquants à surveiller sont Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et Olivier Giroud. Le grand Mbappé en 8 matchs a 9 buts, 6 assists et 38 tentatives de tir, ce qu'on peut dire que c'est vraiment gros. Une petite parenthèse avec Kylian Mbappé, c'est qu'il veut faire l'Euro et les Jeux Olympiques cet été. C'est possible, mais peut-être qu'il va être trop fatigué, on verra. Merci beaucoup, Chloé. Moi, je vais y aller du groupe E, où l'on peut trouver l'Ukraine, la Slovaquie, la Belgique et la Roumanie. Je vais donc commencer avec l'Ukraine, qui en sont à leur 4e participation à l'Euro en 4 années de suite. Leur première apparition qui était à l'Euro 2012 et les 3 années qui ont suivi. Petit fait cocasse sur l'Ukraine, leur premier match de tous les temps à l'Euro, ils se sont battus contre la Suède et ça a été une victoire de 2-1 à Kiev. Donc, considérant toutes les terreurs que les Ukrainiens ont vécues pendant les 2 dernières années, c'est quand même un fait qui est quand même assez positif à se remémorer. Donc, pour l'effectif de l'Ukraine, le gardien de but qui a eu le plus de matchs joués, c'est Anatoly Troubin, qui a 6 matchs joués et 5 buts concédés, ce qui est assez bon. Pour ce qui est des meilleurs marqueurs de l'équipe, c'est Mikhailo Mudryk de Chelsea, qui a 2 buts marqués en 9 matchs, et Artem Dovbyk, qui a 2 buts en 10 matchs. Aussi Viktor Tsigankov avec 3 buts en 7 matchs, le meilleur marqueur de l'équipe. Donc, au terme des buts, c'est pas fantastique du côté de l'Ukraine, mais c'est quand même, on a quand même des marqueurs qui savent compétitionner, donc ça va être les joueurs à surveiller. On va ensuite y aller du côté de la Slovaquie, ancien champion de l'Euro en 1976. Dans cette année-là, c'était la Tchécoslovaquie qui était le nom de l'équipe. Donc, du côté de la Slovaquie, on a quand même un gardien de but très vétéran. Donc, Martin Dubravka qui a 35 ans, 9 matchs joués et 7 buts concédés, ce qui est encore une fois très bien. Un autre vétéran, c'est Peter Pekarik, 37 ans, 9 matchs, aucun but, mais quand on a des vétérans dans une équipe, ça fait beaucoup de bien.
Pour les meilleurs marqueurs de l'équipe, on a Andrei Duda, 2 buts en 8 matchs. Lucas Araslin, 3 buts en 5 matchs, qui est une excellente statistique. Et Robert Mack, avec 2 buts en 7 matchs. Donc, un peu comme l'Ukraine, offensivement, c'est pas la meilleure production qui soit, mais ça peut compétitionner avec les autres équipes du groupe E. On y va ensuite avec l'équipe favorite du groupe E, la Belgique. La Belgique, d'ailleurs, qui ont déjà participé à la finale de l'Euro en 1980. L'Euro qui se passait en Italie. Et ils ont perdu contre l'Allemagne de l'Ouest dans ce temps-là. Ils ont perdu 2-1 ce match. Donc pour l'effectif, on a le gardien du Real Madrid, Thibaut Courtois, 2 matchs et 1 seul but concédé. Excellente statistique pour un très bon gardien de but. Et parlant de but, on a le meilleur marqueur de la phase des qualifications de l'Euro, Romelu Lukaku, qui a brisé le record du plus grand nombre de buts marqués pendant la période de qualification. 14 buts. Je dis bien 14 buts en seulement 8 matchs. C'est une statistique qui est absolument malade mentale, si je peux le dire comme ça. Donc, c'est le plus de buts en une campagne de qualification et il a dépassé David Healy et Robert Lewandowski à ce plateau, eux qui en sont à 13 buts en phase de qualification. Et je vous fais une petite parenthèse sur les meilleurs marqueurs de l'histoire de l'Euro. Donc, on a Cristiano Ronaldo avec 41, Robbie Keane avec 23 buts, Harry Kane avec 23, Robert Lewandowski avec 22, Romelu Lukaku qui se place derrière Lewandowski avec 21 buts, Hakan Şükür avec 19 et Zlatan Ibrahimovic avec 19 buts. Donc pour continuer avec l'effectif de la Belgique, on a évidemment Kevin De Bruyne au milieu de terrain, qui est toujours un joueur dangereux avec le ballon. Romelu Lukaku, qui va être peut-être un marqueur exemplaire pendant la compétition. Donc ça va être les 2 gros joueurs à surveiller pour la Belgique. Aussi Thibaut Courtois dans le but. Donc on finit le groupe E avec la Roumanie, que c'est seulement leur 5e apparition à l'Euro, et de 1960 à 1980, aucune qualification à l'Euro. Donc, comme j'ai dit, c'est seulement leur 5e, et ils ont un record officiel de 15 parties jouées, une seule victoire, 5 matchs nuls et 9 défaites. Donc, c'est pas exactement ce qu'on s'attend d'une équipe qui veut compétitionner, disons. Du côté de l'effectif, on a aussi des gros vétérans. Florin Nita, 36 ans, qui est le gardien de but. Pour ce qui est des gros marqueurs de cette équipe, Nicolas Stanciu avec 3 buts en 10 matchs. Yanis Hagi avec 2 buts en 7 matchs. Razvan Marin avec un seul but en 8 matchs. Pas fantastique, mais ce n'est pas rien. Ensuite, ça c'était pour les milieux de terrain. Pour les attaquants, Denis Alibek avec 3 buts en 9 matchs. Valentin Mihaila avec 3 buts en 7 matchs, une autre très bonne statistique. Florinel Coman avec un seul but en 7 matchs. Et Dennis Mann avec un but en 4 matchs. Et c'est ce qui fait le tour de l'effectif pour la Roumanie. Merci, donc on va se diriger tout de suite vers le groupe F, où on retrouve le Portugal, la République tchèque, l'équipe surprise de l'Euro, la Géorgie et la Turquie. On va y aller tout d'abord avec la Turquie, qui pour une 3e Euro consécutive se qualifie, vainqueur du groupe D le 15 octobre avec une victoire de 4-0 sur la Lettonie. Donc, au match D8, déjà qualifié pour l'Euro.
C'est dans leur cas une 6e participation à l'Euro. Lors du dernier Euro, malheureusement, s'était incliné pendant la phase de groupe. Faut quand même se rappeler qu'en 2008 avait été l'équipe surprise après s'être rendue en demi-finale face à l'Allemagne, un match chaudement disputé qui avait fini gagnant pour les Allemands sur la marque de 3-2. Si on regarde rapidement quelques joueurs à surveiller du côté de la Turquie, on a 2 défenseurs. Tout d'abord, on a Merit Demiral et le défenseur de l'Atlético Madrid, ancien de Leicester City, Çağlar Soyuncu. Du côté du milieu de terrain, on en retient un en particulier, le jeune Arda Güler du Real. Pour ce qui est de l'attaque, il y a 3 joueurs qu'on retient le plus. Tout d'abord, Enes Ünal. On a aussi Cengiz Ünder. Et un joueur qui, depuis plusieurs années, représente son pays, Sen Tosun. Par la suite, pour la deuxième équipe du groupe F, on y va avec vraiment l'équipe surprise. La plus belle surprise, je dirais, cette saison dans le monde du soccer. La Géorgie qui réussit à se qualifier pour une première fois à l'Euro de leur histoire. On finit 4e du groupe A. On remporté le match de demi-finale extra 2-0 face au Luxembourg pour se rendre en finale face à la Grèce. Ça s'est terminé 0-0 après les 90 premières minutes. Et ensuite, on est allé en pénalty. Ça a été remporté 4-2 par la Géorgie. La Géorgie qui est entraînée par l'ancien défenseur national français Willy Sagnol, qui lui-même a déjà participé à la finale de 2006, remportée par l'Italie. C'est une surprise excellente pour ce pays. C'est un travail exceptionnel de Willy Sagnol et de toute l'équipe alentour de la Géorgie. Malheureusement pour eux, j'ai l'impression que leur effectif n'est pas assez de niveau pour compétitionner avec les meilleurs au monde durant l'Euro. Cependant, le joueur qui est à surveiller vraiment du côté de la Géorgie, c'est Khvicha Kvaratskhelia de Napoli. Faut se rappeler qu'il a été le joueur par excellence de la Serie A l'an dernier, mais à part lui, il n'y a pas vraiment d'autres joueurs qui se signalent. Toutefois, on peut toujours avoir des surprises comme celle de les voir en phase finale. Donc, ça va être très intéressant pour eux de voir ce qu'ils peuvent faire au niveau international avec les meilleurs au monde à cet Euro. Par la suite, la 3e équipe du groupe F, le Portugal, vainqueur du groupe J au match des 7, avec une victoire de 3-2 sur la Slovaquie le 13 octobre. C'est la 9e participation du Portugal à l'Euro. Lors de l'Euro 2020, malheureusement, avait été éliminé dans la ronde des 16. Cependant, il faut se rappeler que leur meilleur résultat était en 2016 lorsqu'ils ont gagné le tournoi. Plusieurs joueurs à surveiller, mais il y a une certaine particularité de l'effectif que je veux vous apporter ici. C'est dans le fond au niveau des gardiens de but. Il y a plusieurs gardiens de but de talent au niveau du Portugal et il va falloir faire un choix entre vraisemblablement 3 gardiens de très haut niveau. Il y aura un choix à faire donc entre Rui Patricio de l'AS Roma, José Sá de Wolverhampton et Diogo Costa. Depuis plusieurs saisons et compétitions avec le Portugal, c'est Rui Patricio qui était le gardien numéro 1. Il se fait vieillissant, donc ça va être intéressant de voir si on va le remplacer avec un gardien plus jeune. J'ai l'impression que le gardien qui va être préféré, ça va être Diogo Costa, mais ça reste toujours à vérifier. Du côté des joueurs qui peuvent et qui vont être des menaces
du côté du Portugal pendant la compétition. On a tout d'abord Ruben Dias et João Cancelo en défense. Petite note aussi que Pepe peut-être pourrait faire apparition lors de l'Euro. Est un habitué, donc il est là depuis très longtemps et à 41 ans pourrait être un des plus vieux joueurs à jouer en Euro. Du côté des milieux de terrain maintenant, il y en a deux qui nous intéressent particulièrement. Donc le capitaine de Manchester United, Bruno Fernandes, et le milieu de terrain de Manchester City, Bernardo Silva. Mais où je veux vous emmener vraiment, c'est du côté de l'attaque et des attaquants du Portugal. J'ai l'impression, tout comme l'Allemagne qui avait le meilleur corps au milieu de terrain, c'est vraiment le Portugal, à mon avis, qui a un ou sinon le meilleur corps d'attaquants au niveau de la compétition. Tout d'abord, nous avons Cristiano Ronaldo, qui peut-être sera d'une dernière compétition internationale, à moins qu'un miracle se produise et qu'il fasse partie de la prochaine Coupe du Monde. Par la suite, nous avons Gonçalo Ramos, João Félix, Rafael Leao, Diogo Jota. Donc si on additionne toutes les statistiques de ces joueurs, tous les buts marqués de ces joueurs, le Portugal a vraisemblablement l'une des meilleures attaques du tournoi et pourrait faire beaucoup de ravages dans un groupe qui, sur papier, est beaucoup plus faible qu'eux. Pour la dernière équipe du groupe F, on se dirige vers la République tchèque qui en sera à une 11e participation à l'Euro. Faut quand même souligner que dans ces 11 participations, il y en a 2 qui sont sous la Tchécoslovaquie. Leur dernier Euro en 2020 ont réussi à se rendre en quart de finale avec une excellente prestation, mais leur meilleur résultat a quand même été en 1976 où ils ont remporté la compétition sous le nom de la Tchécoslovaquie. Pour se qualifier, ils ont été les meilleurs deuxièmes du groupe E, qualifiés au match des 10. On a 3 joueurs à surveiller du côté de la République tchèque pour le tournoi. Tout d'abord, le défenseur Vladimir Soufal, le milieu de terrain Thomas Souček et l'attaquant Patrick Schick qui, à la dernière compétition, avait très bien fait et on espère, du côté de la République tchèque, de voir autant de buts qu'il avait réussi à inscrire la dernière fois. Donc maintenant, puisqu'on a fait le tour de tous les groupes, on va revenir au groupe de la mort, le groupe B, et c'est Chloé qui va se lancer avec l'Espagne. Merci Étienne. L'Espagne a déjà participé à 11 euros, dont celui de 2020, mais malheureusement, ils ont perdu aux semi-finales. Leur meilleure performance était l'Euro 1964, 2008 et 2012 qui les ont remportés. Ils ont été les gagnants du groupe A et ont su leur place au match D8 avec une victoire contre Norway le 15 octobre. L'Espagne est la deuxième équipe derrière l'Allemagne à participer le plus de fois à l'Euro. Le gardien qu'il faut faire attention est, à mon avis, Unai Simon avec Athletic Club qu'en 5 matchs, il a 3 jeux blancs. Sinon, il y a David Raya avec Arsenal et Kepa Arrizabalaga avec le Real Madrid. Le problème avec l'Espagne, c'est que oui, ils sont de bons gardiens, mais ils ne sont pas stables. Le milieu de terrain à surveiller est Gavi, joueur de Barcelone en 8 matchs à 2 buts, et Rodri avec Man City, que lui, en 7 matchs, il a 1 assist. Disons qu'Espagne n'ont pas la même force que les autres euros d'avant. Pour les attaquants, il y a Alvaro Morata avec Atlético de Madrid. En 6 matchs, il y a 4 buts. Lamine Yamal
le jeune joueur de 16 ans avec Barcelone, en 4 matchs, a 2 buts, 1 assist. Sinon, il y a d'autres joueurs à surveiller comme Dani Olmo, Ferran Torres et Jérémy Pino. Merci Chloé. On va maintenant passer à la Croatie, qui vont faire leur 7e participation à l'Euro cette année. Ils l'avaient fait 6 fois précédemment. En 2016, ils avaient terminé en première place du groupe D avec 7 points, 2 victoires, 1 match nul, compilé en 5 buts marqués avec 3 buts concédés. Il avait également, en 2021 également, cette fois-ci, ils avaient terminé en 2e place du groupe D sous l'Angleterre avec 4 points pour une victoire, une défaite et un match nul, avec 4 buts marqués et 3 buts concédés. Au sein de la FIFA, ils sont classés en 10e place. Et le capitaine pour l'Euro 2024 sera Luka Modric, 38 ans, qui est un milieu de terrain pour le Real Madrid. Il a eu plusieurs nominations et distinctions plutôt. J'en ai retenu quelques-unes. Déjà en 2018, il avait obtenu le Ballon d'Or. Il avait été nommé meilleur joueur en Europe de l'UEFA en 2018. Il avait été nommé meilleur joueur de la FIFA en 2018 aussi. Il avait été sélectionné pour la FIFA FIF Pro World 11 en 2018, 2019 et 2023. Et il a également été nommé meilleur footballeur croate de l'année en 2007, 2008 et 2011. Quelques joueurs à surveiller pour l'équipe croate. Déjà, il y a le gardien de but Dominik Livakovic. Les défenseurs Joska Vardiol, Borna Sosa. Pour les milieux de terrain, Mateo Kovacic, Luka Modric, qu'on a mentionné, et qui il s'avance dans son âge. Il a 38 ans, donc ce serait possiblement la dernière compétition à laquelle il participe. Dernière compétition internationale à laquelle il participe. Il y a également Marcelo Brozovic et l'attaquant Andrej Kramaric. Merci Raphaël. On sera maintenant du côté de l'Italie, les champions en titre de l'Euro 2020 et une fois champion aussi en 1968, l'Euro qui s'était passé en Italie. L'Italie sera d'ailleurs en 2032 les co-hôtes de l'Euro avec la Turquie, petit fait cocasse à mentionner. Pour l'Italie, c'est un total de 4 victoires, 2 matchs nuls et 2 défaites. Ce qui peut être un peu décevant, mais c'est quand même une moyenne de 2 buts par match pour 16 buts. Seulement 9 buts concédés en 8 matchs, qui est quand même pas si mal. Ce qui montre quand même la bonne efficacité de leur gardien, Gianluigi Donnarumma. Donc 8 matchs joués et 9 buts concédés. Du côté des défenseurs, on a quand même une défense vieillissante, dont Matteo Darmian, 34 ans, ou encore Francesco Acerbi, de 36 ans. Mais sinon, on a majoritairement des joueurs en bas de 30 ans. Du côté des milieux de terrain, on a Manuel Locatelli, Marco Verratti, Giacomo Bonaventura, qui a 1 but en 2 matchs, Jorginho, Sandro Tonali, Matteo Pessina avec lui 1 but en 1 match, excellente statistique ici. Brian Cristante avec 7 apparitions mais aucun but. Davide Fratesi avec 3 buts en 5 matchs, excellent. Et aussi Nicolo Barella et Riccardo Orsolini. C'est ce qui fait le tour des joueurs du milieu de terrain. Pour les attaquants, on a Gianluca Scamacca avec 1 but en 6 matchs. Matteo Retegui avec 2 buts en 3 matchs, très bon. Giacomo Raspadori avec 1 but en 6 matchs. Wilfried Gnotto, Moise Keane, Domenico Berardi avec 2 buts en 4 matchs. Federico Chiesa avec 2 buts en 2 matchs.
le vétéran de 34 ans Ciro Immobile avec un but en un match, Matteo Politano, Mathias Zaccagni, Nicolo Zaniolo et enfin Stéphane El Shaarawy avec un but en 2 matchs. La difficulté qu'il va avoir pour l'Italie, c'est qu'ils ont malheureusement perdu 2 joueurs quand même assez importants au sein de l'équipe nationale, dont Leonardo Bonucci et aussi de leur capitaine Giorgio Chiellini. Donc ça va être malheureusement pour l'Italie 2 joueurs auxquels ils vont devoir faire sans. 2 excellents joueurs, oui, mais l'Italie devra tout faire pour tenter de conserver leur titre de champion cette année. Donc la compétition risque d'être très féroce. Pour la 4e et dernière équipe du groupe B et de ces équipes de cet Euro, c'est l'Albanie. L'Albanie qui auparavant a participé à un Euro, c'était en 2016, et il s'était incliné en phase de groupe. Lors de l'Euro 2020, on n'était pas parvenu à se qualifier et en 2024, on réussit à se qualifier pour une 2e fois seulement de notre histoire. La qualification a été obtenue lors d'un match nul contre la Moldovie de 1-1. Tout comme la Géorgie, l'Albanie fait un peu la surprise avec un retour dans la compétition et de plus dans le groupe le plus fort de cet Euro qui constitue avec, comme on l'a mentionné, l'Espagne, l'Italie et la Croatie. Donc, si on regarde sur papier, bien sûr, on voit tout de suite que normalement l'Albanie ne devrait même pas gagner un match, mais comme on l'a déjà vu et comme on le sait, tout peut arriver à l'Euro. Il faut se rappeler, l'Albanie avait battu lors de leur seule participation à l'Euro la Roumanie 1-0 lors de leur dernier match de groupe sur un but de Sadiku en 2e mi-temps. Donc, on ne sait jamais ce qui peut arriver à l'Euro. Tout le monde peut causer la surprise. Malheureusement pour l'Albanie, il y a un grand manque d'attaque et d'attaquants avec un potentiel de marqueur. Et du côté aussi des gardiens de but, c'est quand même difficile. On a tout de même recensé 4 joueurs qu'on pourrait avoir un œil dessus. Ces 4 joueurs sont 4 milieux de terrain. On a tout d'abord Yassir Hassani, Nedim Bajrami, Toulan Seferi et Christian Aslani. Faut se rappeler bien sûr que tous les joueurs qu'on a discutés aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'ils sont officiellement et qu'ils vont officiellement faire partie de l'Euro. Bien sûr, on sait les effectifs des formations n'ont pas encore été officialisés, mais pour nous, c'est les joueurs qui devraient y être et c'est les joueurs qui devraient être sous le radar durant cet Euro. Allons-y donc pour le plaisir avec la prédiction pour chacun de l'équipe qui remportera la compétition. Pour ma part, je suis quand même un peu mitigé entre 4 équipes, donc l'Angleterre, l'Italie, l'Allemagne et le Portugal. Oui, je laisse la France de côté. Je pense que la France, peut-être que je me trompe et sûrement que je me trompe, mais je pense que la France ont perdu un peu de leur prime au niveau international. Je pense que ça va changer un peu de côté. J'ai l'impression que l'Allemagne pourrait créer la surprise et remporter le tournoi à domicile. Moi, pour ma part, je vais aller tout le contraire de ce que Étienne a dit. Dans le fond, moi, je vais aller pour la France. Je pense que Kylian Mbappé, son but, c'est de gagner l'Euro et les Jeux Olympiques cet été. Et je fais aussi confiance aux 2 autres attaquants qui sont très bons, Antoine Griezmann et Olivier Giroud, qui complètent vraiment le trio des attaquants avec ces 3-là. Moi, de mon côté, j'hésite entre 2 équipes. Déjà, la France, pour un peu la même raison que Chloé, à cause d'Mbappé. Parce que Mbappé, déjà, c'est un joueur exceptionnel, de ce qu'on dit, et aussi, c'est un des meilleurs buteurs de l'équipe française.
Du côté de l'Angleterre, c'est surtout à cause de leur classement. L'équipe est en 3e place du classement de la FIFA. C'est quand même quelque chose. Donc, j'hésite entre ces deux équipes-là. De mon côté, je vais y aller all-in sur l'Angleterre. Si on regarde des gros joueurs de cette équipe nationale-là, dont Harry Kane, qui avec le Bayern Munich a la saison de sa vie, et un autre joueur, dont Phil Foden, qui avec Man City fait des merveilles. Je trouve que il y a ces deux joueurs-là qui peuvent faire la différence, mais ils ont toute une équipe, l'Angleterre, cette année. Donc, j'ai l'impression que l'Angleterre, qui sont des pros pour flopper pendant les compétitions internationales, je pense que cette année, ça va être leur année. Merci beaucoup, Jérémy. Et on va maintenant passer à notre bloc fait divers avec l'unique James Bond de George, ou joué par George Lazenby, au service secret de Sa Majesté de 1969. Petit résumé du film. James Bond trouve une jeune femme du nom de Teresa, une jeune femme suicidaire qui sauve de la noyade, qui s'avère être la fille d'un gangster du nom de Draco qui lui propose d'épouser sa fille en échange d'informations pour trouver Ernst Stavro Blofeld. Et donc, du coup, James Bond finit par développer une relation avec Teresa, ce qui lui permet d'avoir le support de Draco, afin de trouver la trace de Blofeld, qui, à ce qu'il découvre, essaie d'obtenir le titre de noblesse de la famille de Bleuchamp. Avec ça, James Bond va s'envoler en Suisse pour trouver Blofeld et ainsi découvrir ce qu'il tente de faire. Merci Raphaël. Moi, je vais vous parler de deux scènes que j'ai beaucoup aimées. Dans le fond, au début, James Bond est encore dans sa Aston Martin, l'une des meilleures voitures dans la franchise. Lorsqu'il passe à haute vitesse à côté d'une voiture mystérieuse qui est conduite par une femme qui se stationne et commence à courir vers l'eau pour se suicider, Bond remarque qu'il va la sauver. Après ça, il y a eu comme deux messieurs qui ont essayé de la kidnapper. Bond les bat et la fille mystérieuse s'enfuit. Sinon, l'autre scène, dans le fond, c'est la deuxième partie du ski. Après d'avoir campé toute une nuit dans une grange pour s'échapper du blizzard, Bond et Tracy se réveillent et décident d'aller skier en bas. Mais Blofeld et ses gars ont pensé à la même chose. Un des gars à Blofeld manque un saut et finit par se faire prendre dans les mâchoires grinçantes d'un chasse-neige qui pompe des motons de neige couverts de sang dans les airs. Blofeld finit la chasse par tirer une avalanche qui enterre Bond et kidnappe Tracy. Sinon, j'ai aussi trouvé ce James Bond vraiment différent que les autres, vu que c'est pas Sean Connery qui les fait, mais c'était quand même bon. Juste que j'aime mieux ceux de Sean Connery. Effectivement, différent et nouveau et beaucoup de premières fois dans ce film. Tout d'abord, un nouveau Bond, comme on l'a dit, George Lazenby, et je trouve que c'est très intéressant comment on l'introduit au public. Ça faisait longtemps qu'on avait le même personnage et la même personne pour jouer James Bond, qui était Sean Connery, et j'ai l'impression que il a fallu réfléchir longtemps à comment on allait présenter le nouvel acteur au public, et je trouve que ça a été vraiment bien fait. Ça a pris du temps au début du film avant qu'on nous le montre. On avait des plans de lui, mais sans jamais vraiment bien voir son visage, et puis ça a été une belle façon aussi de faire un petit clin d'œil, je dirais, à Sean Connery et à l'ancien Bond. Lorsque Tracy s'est enfui de lui sur la plage, il a regardé le paysage et il a dit « C'est jamais arrivé à l'autre, ça. » Parce que Sean Connery, toutes les femmes venaient à lui, et là, c'était la première fois que James Bond, une fille, partait de lui, s'enfuyait de lui comme ça. Donc j'ai trouvé ça quand même intéressant et quand même très sympathique d'avoir fait ça pour Sean Connery.
Il y a eu aussi plusieurs premières fois dans le film. Donc, il y a eu pour la première fois une visite, si on veut, du bureau de James Bond au MI6. On a aussi vu pour la première fois la maison et l'intérieur de la maison de M. Ça a été aussi la première fois dans un film où M a été présent à plusieurs reprises durant le film. C'est aussi le premier film où Felix Leiter n'est pas présent. Pour ma part, j'ai quand même envie de dire que son personnage dans ce film a été remplacé par Marc-Ange Draco, qui, d'un sens différent, avait en quelque sorte les mêmes ressources que Leiter, mais sous un autre côté. Ça a été aussi la première expérience en ski pour James Bond, et ça va être une expérience qui va être reproduite encore plusieurs fois dans d'autres films. Le film en général est excellent, c'est un des meilleurs de la série pour plusieurs, mais il y a quand même certains petits trucs qui clochent et qui sont extrêmement visibles lorsque on fait le visionnement du film. Donc par exemple, des mauvais plans. Je pense tout d'abord à la première scène du film où James Bond va regarder par la lunette de son fusil, dans le fond, Tracy qui s'en va vers l'eau pour se suicider. On voit vraiment dans le plan qu'il y a le rond de la lunette et sur les côtés, on voit que c'est la même image qu'on voit dans la lunette. Donc ça a été un peu un plan raté. Il y en a eu quelques autres aussi. Il y en a eu beaucoup plus dans ce film-là que dans les autres films précédents qu'il y a eu de James Bond. C'est un peu l'aspect qui me dérange un peu du film. Il y a aussi quelques plans sonores qui, je trouve, sont tout de top. Je pense surtout à la scène lorsqu'il est escorté vers le bureau de Marc-Ange Draco et qu'il y a la bataille devant la porte. Les bruits sonores qui se passent là sont pas vraiment les reflets de la bataille qu'on voit à l'écran. Comme tu as dit, Étienne, c'est un film, oui, de première fois. Il y a beaucoup d'événements dans le film qui ont seulement arrivé dans ce film-ci. Donc, c'est le seul film de James Bond où est-ce qu'il se marie par amour. C'est le seul encore avant Casino Royale où est-ce que la Bond Girl meurt. Et c'était aussi avant l'ère de Pierce Brosnan, le seul à être réalisé par un metteur en scène, dont ce sera le seul Bond film, comme on dit. Ce film-là qui a d'ailleurs été réalisé par Peter Hunt. Et j'aimerais un peu refléter sur l'historique du film. Donc après le film On ne vit que deux fois, qu'on a critiqué au dernier épisode, donc ça a été la chasse au Bond. Puisque Sean Connery, quand on lui a demandé de faire un nouveau Bond, il a dit les fameuses paroles « Never again », plus jamais. Donc ça a été la fameuse ouverture de la chasse à Bond dès la fin de 1967. Donc les réalisateurs ils ont visé deux petits acteurs quand même assez reconnus. Donc un jeune Timothy Dalton de 22 ans, un jeune Écossais, et un certain Roger Moore qui avait 41 ans à l'époque. Mais on a préféré le fameux George Lazenby qui a incarné Bond dans ce film. Donc, petit fait cocasse, mais quand même assez connu. George Lazenby n'est pas un acteur, mais il a fait semblant. En fait, il a dit au réalisateur qu'il a fait certains films. Mais dans le fond, Lazenby, c'est un mannequin, dont un ex-mannequin que les Britanniques ont aimé en porteur de barres chocolatées sur le dos dans une publicité de l'été 1968. Donc c'est assez cocasse. On vient jouer un personnage assez glauque, assez sombre, et on va chercher un mannequin avec des barres chocolatées. Chacun son style. Mais ce qui a vraiment captivé les réalisateurs, c'est l'apparence de George Lazenby et le fait qu'il était très bon pour imiter le style de Bond de Sean Connery. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont amené au projet. Évidemment, pour Lazenby, remplacer Sean Connery, ce ne fut pas une
petite tâche. Et ça n'a pas été un franc succès. Bon. Ici, sur ce, bonne soirée, on écoute nos films en français. On n'est pas gêné de le dire. Je trouve que la traduction en français de Lazenby est fair and square. Je trouve que le Bond incarné en français, il est bon. Quand on écoute le film en anglais, George Lazenby, il sonne un peu trop théâtral, un peu trop je lis mes lignes dans l'écran. Alors que Connery, il y avait une certaine interprétation, mais je trouve que Lazenby, il y avait moins ça. Ce qui fait en sorte que c'est un peu le mouton noir des acteurs qui ont fait James Bond. Et un autre petit fait cocasse pour vous, chers auditeurs. Si on met tous les acteurs de James Bond pendant qu'ils ont joué James Bond, évidemment, un à côté de l'autre. Donc, Sean Connery, George Lazenby, Timothy Dalton, Roger Moore, Pierce Brosnan et Daniel Craig, si on voit ça d'un certain œil, on peut voir qu'ils ont un peu la même carrure et le même facial. Donc ça, c'est un autre aspect qui a amené Lazenby dans le projet, c'est qu'il ressemblait légèrement à Sean Connery. Moi, honnêtement, je trouve pas que c'est un sosie, mais ça a été un des points pourquoi on l'a amené dans ce fameux film. Merci beaucoup, Jérémy. Moi, j'ai envie de dire 2-3 trucs sur le film aussi. Déjà au début du film, en fait plutôt après l'intro, lorsque James Bond retrouve Tracy dans un hôtel, ou plutôt dans le casino d'un hôtel, il se fait accueillir en se faisant appeler Commandeur Bond, comme ça a été introduit dans On ne vit que 2 fois. Et d'ailleurs, plus tard dans le film, lorsque James Bond va rencontrer M, il demande si l'amiral est là, qui est également un titre militaire de la marine. Autre point que je voudrais mentionner, c'est ça concerne Blofeld. Blofeld, dans ce film-là, c'est un gros départ de comment il a été introduit dans la série. Cette espèce de mastermind criminel dont on ne voit jamais le visage, qu'on voit de dos, ou on voit juste son bras, alors qu'il est toujours en train de flatter son chat, puis il donne les ordres. Il est super mystérieux, super menaçant. Là, cette fois, c'est pas le boss mystérieux qui donne des ordres depuis les ombres. Là, c'est lui qui est vraiment au centre de l'action. C'est lui qui gère toute l'opération. Il est sur place. Il confronte James Bond directement à l'Institut de prévention des allergies. Tu vois, c'est le cover pour son institut, qui est en fait un institut de recherche pour essentiellement des armes bactériologiques. Et dans un petit détail aussi, c'est un acteur différent. Ce n'est pas le même acteur qui jouait dans On ne vit que 2 fois. Et un truc que j'ai remarqué, c'est qu'il fume beaucoup dans le film. Il fume souvent quand James Bond est en face de lui. Et j'ai réalisé ça. J'ai pensé que, est-ce que c'est un petit nod à On ne vit que 2 fois? Parce que c'est en fumant que James Bond a réussi à se sauver. C'était à l'aide d'un fusil camouflé dans une cigarette. Alors j'ai pensé, est-ce que Blofeld fume par exprès pour taunt James Bond? Aussi, un petit plot hole selon moi. Dans le film, On ne vit que 2 fois, Blofeld a vu James Bond. Il était face à face avec lui. Alors comment ça se fait qu'il n'a pas réalisé que c'est pas Sir Hilary, mais que c'est James Bond en réalité? Ça, je ne comprends pas. Pour revenir à mon point initial, c'est pas un Blofeld qui gère tout de l'ombre, c'est lui qui est au centre de l'opération. Il fait plus vraiment comme... Il prend essentiellement le rôle de ses subordonnés. Comme au lieu que ce soit l'argot, en fait, ce serait comme c'est lui qui jouait le rôle de l'argot ou de Dr. No. C'est lui qui est au centre de l'action. C'est ça mon point. Moi aussi, je suis d'accord. Je trouve que le fait que Blofeld ne reconnaissent pas James Bond, même s'il l'a vu au film précédent, c'est un truc que je trouve qui est un peu invraisemblable et étrange que ça a passé finalement au script final et que ça a été présenté. Je trouve que c'est peut-être le point le plus négatif du film qui, si on le regarde d'un autre œil, est vraiment d'un fan fini, qui fait aucun sens. C'est aussi vrai pour le fait que Blofeld, maintenant, c'est lui qui dirige directement au lieu que ce soit un subordonné. Je pense qu'avec
tous les films que Connery a fait auparavant. Je pense qu'on a taunt beaucoup l'auditeur, et puis je pense qu'il fallait peut-être à un moment donné l'amener justement à être vraiment l'antagoniste principal et pas avoir des subordonnés à chaque fois, et vraiment qu'il soit beaucoup plus présent dans le film, ce qui n'a pas été le cas dans les autres avant. Un truc qui n'est pas mentionné du tout dans le film, mais que dans le livre c'est mentionné, c'est le fait que Blofeld et Irma Bunt sont ensemble dans la vie, sont en couple. Donc dans le film, c'est aucunement mentionné. Ça aurait pu faire partie du film, mais bon, les réalisateurs ont décidé de faire autrement. Et il y a aussi un autre événement qui se produit dans le livre, mais qui n'est pas présent dans le film. Si on se rappelle, pour cette mission, James Bond, comme on l'a précisé, devait prendre l'identité de Sir Hilary Bray du collège héraldique. Si on se rappelle, lors de son arrivée, James Bond au collège héraldique, il a rencontré Sir Hilary Bray et un autre homme qui était accompagné de lui lorsque Sir Hilary Bray lui montrait son blason. L'homme en question qui était avec eux est en fait un agent double du Spectre qui, lorsque James Bond va quitter le collège héraldique, James Bond va finalement le tuer. C'est quelque chose qui est précisé dans le livre, mais que malheureusement, dans le film, ça n'a pas été projeté. J'aimerais parler de 2 scènes, pour moi, d'excellentes scènes de cinéma. La première, c'est pas vraiment une scène, mais c'est le générique d'ouverture du film. Donc, je trouve qu'au service secret de Sa Majesté, John Barry, qui est le compositeur des films de Bond depuis le début de la franchise, ses meilleures compositions sont dans ce film. La trame sonore est absolument parfaite pour moi. C'est sa meilleure composition pour moi. Donc, mettre ça en générique. Mais ce qui est spécial de ce générique-là, justement, c'est on a des images des anciens films de James Bond, d'ailleurs. Des bandes de Connery, pour être plus précis. Donc, on voit justement le Dr. No, Pussy Galore, les images de On ne vit que 2 fois, Thunderball, tous les anciens films, en fait. Donc, je trouve que c'est un très, très cool clin d'œil, et ça conjugue avec une autre scène qui se passe dans le bureau de James Bond. On fait un petit topo des anciens gadgets qu'il y a eu pendant la franchise de James Bond. Donc, par exemple, le couteau de Honey Rider, la montre avec le fil du film From Russia with Love, l'engin pour respirer sous l'eau de Thunderball. Donc, on voit tous ces petits gadgets-là avant que Bond se sert un petit verre de boisson sûrement alcoolisée, connaissant notre agent secret, et il porte un toast à Feu Elizabeth II dans son cadre. Et c'est d'ailleurs très drôle parce qu'après le téléphone sonne et il répond 007 par mégarde. Donc, est-ce que c'est un faux raccord? Est-ce que c'était voulu? Donc, j'ai trouvé ça un peu cool de voir que Bond peut être un peu maladroit dans son travail et très impulsif. Je vais continuer avec, pour moi, les 2 séquences qui ont le plus... qui sont extrêmement chargées en émotions. Donc, la première, c'est la séquence du Piz Gloria, où est-ce que les hommes de Draco et Bond prennent d'assaut le Piz Gloria. Donc, je parle d'émotion, d'intensité et d'action, évidemment. Donc, je pense que dans ce film-là, On ne vit que 2 fois, c'est le premier film de Bond dans le cratère de Blofeld, où est-ce que il y a autant de morts dans un même film. Tu sais, on a des grenades qui explosent, des gens qui se font entaillés par les épées des ninjas. Donc, c'est le premier film où est-ce que vraiment c'est un champ de bataille de mort, mais aussi au service secret de Sa Majesté, on suit un peu la même séquence. Donc, il y a énormément de morts, des morts par balles, des morts par les flammes, parce qu'il y a une scène de lance-flammes dans cette séquence-là.
Donc, c'est une séquence d'action qui, pour moi, dans toute la franchise James Bond, c'est une des meilleures. C'est chargé en intensité de A à Z, ce qui amène éventuellement Bond et Blofeld qui s'affrontent dans la poursuite de bobsleigh. Je trouve que la poursuite de bobsleigh, je trouve que, premièrement, il est bien filmé, il est bien chorégraphié. Je pense pas que des bobsleighs vont autant vite avec aussi peu de vitesse au départ. Blofeld fait juste le pousser, puis on va à 60 km/h, mais je trouve que c'est une bonne scène, et on voit Blofeld qui se fait casser le cou par une branche, et on va vers la fin du film, qui est pour moi la fin la plus poignante de n'importe quel film de Bond. Teresa qui se fait tuer par une des balles de Bond qui tente de tuer Bond. Donc, le film finit comme ça, c'est sa mort. Et il y a je crois, un espèce de policier qui arrive juste à côté de la voiture de Bond et qui regarde un peu ce qui se passe. Puis il fait juste dire non, elle a un petit somme, on s'en allait. On a tout le temps au monde. Donc, c'est une fin absolument crève-cœur. D'habitude, les films de James Bond, ça finit toujours le fameux baiser où ils se font... Bond qui se fait rechercher, par exemple, dans Goldfinger, quand l'avion crash, et que Felix Leiter le cherche, il dit « Ah, c'est pas le temps d'être sauvé, pas maintenant. » Donc, c'est toujours des fins un peu « Ah », mais là, c'est une fin vraiment crève-cœur, et... je trouve que c'est ce qui fait que ce film-là est vraiment plus spécial que les autres. Oui, c'est un autre Bond, c'est un autre acteur, George Lazenby, mais c'est un film très romantique, avec énormément d'action, avec des très très belles séquences d'action, dont la poursuite en ski, les shots de caméra, encore une fois, sont très wow, mais c'est un film qui, malgré que ça n'a pas été un grand succès, ça n'a presque pas franchi les 2 millions d'entrées au cinéma à sa sortie. Lazenby a fait face à tellement de critiques, mais moi, ça va toujours rester pour moi le meilleur film de James Bond. Super. Merci beaucoup, Jérémy. Et sur ce, nous pouvons conclure ce nouvel épisode de Sur ce, bonne soirée. Mesdames, merci beaucoup, Jérémy. Et avec ça, on peut conclure cet épisode de Sur ce, bonne soirée. Mesdames, messieurs, comme à l'habitude, j'espère que vous avez été instruits autant que divertis. N'oubliez pas, mesdames, messieurs, de laisser un like, de vous abonner à notre chaîne. Et aussi, commentez, mettez dans les commentaires quelle équipe vous croyez qui va remporter l'Euro 2024. On aimerait beaucoup savoir vos opinions. Et avec ça, mesdames, messieurs, merci encore de nous avoir écoutés et passez une bonne soirée.